Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Comme si on n'était pas encore assez dans la hype avec les futures annonces qu'on a eues durant la célébration avec les films et séries Star Wars. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo qui récapitule tout, n'hésitez pas à aller la voir. Le nouvel épisode de Mando a remis une couche avec son excellent épisode 7. Épisode qui comporte de nombreuses références au reste de l'univers étendu, et comme d'hab, lorsqu'il y a assez de choses à dire sur l'univers étendu, vous pouvez compter sur moi pour en parler. Aujourd'hui, nous allons donc voir ensemble toutes les références que l'épisode fait au reste de l'univers étendu. Bien sûr, vous vous en doutez, on va forcément être obligé de spoil l'épisode pour parler de certaines choses, même si pour le coup, on va surtout parler de certaines refs avec un peu d'hypothèses à droite et à gauche. Donc, c'est pas full spoil, mais c'est toujours mieux d'avoir vu l'épisode avant. Allez, ne perdons pas plus de temps, c'est parti. On va déjà aborder rapidement cette scène avant de nous intéresser à la plus grosse ref de l'épisode. On peut voir que même sans l'aide du Dr Pershing, Gideon a continué ses expériences dans la création de clones qui sert, a priori, à créer des êtres sensibles à la force, puisqu'il souhaitait précisément le sang de Grogu pour le faire. Dans l'épisode 4 de la saison 2, on pouvait déjà voir ces expériences. Sauf que lorsqu'on compare les premières cuves avec celles de maintenant, il y a une énorme différence. On peut voir que les corps ne sont plus du tout difformes. Au contraire, Gideon semble avoir réussi son plan de créer des clones. Maintenant, des clones de quoi ? Le plus probable reste encore une fois des utilisateurs de la Force, un peu à la manière de Vador avec Starkiller. C'est vraiment hyper intriguant, surtout que la scène met vraiment l'accent dessus. Elle veut vraiment nous montrer les cuves. Quelque chose se prépare avec ces clones, ces créations. Utilisateurs de la Force, pas utilisateurs de la Force ? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Passons à la prochaine grosse référence de l'épisode. C'est la toute première apparition visuelle et live action du Conseil des Ombres. Alors, ce conseil secret est apparu pour la première fois dans l'excellent roman Riposte d'Aide de Vie. En gros, c'est un conseil impérial secret qui a été créé à l'origine par le réel héritier de Palpatine, Gallius Rax, peu de temps avant la bataille de Jakku. Le but du conseil était simple, diriger l'Empire dans l'ombre. Sauf qu'en réalité, Rax prévoyait de détruire le Conseil des Ombres et toutes les forces impériales restantes dans la bataille de Jakku, respectant ainsi l'ordre donné par Palpatine pour reconstruire l'Empire dans les régions inconnues. Finalement, le Conseil a été détruit, Rax a trouvé la mort, et le grand amiral Sloane, accompagné de Brundle Hux, son fils et d'autres personnages, ont dégagé dans les régions inconnues pour former avec d'autres hauts dirigeants le Premier Ordre. Mais surprise, le Conseil des Ombres a été recréé, cette fois-ci avec la participation de nouveaux membres tels que Gideon, pour, a priori, faire renaître l'Empire de ses cendres. D'ailleurs, parmi les membres du Conseil, on y voit pour la toute première fois en live action le père d'Armitage Hux, Brundle Hux, qui est en principe aux côtés de Sloane dans les régions inconnues à ce moment-là, représentant ainsi le Premier Ordre. Reste à savoir si Hux représente officiellement le Premier Ordre ou s'il agit sous couverture pour ne pas dévoiler la présence du Premier Ordre aux autres. Parce qu'il faut savoir une chose importante avec le Premier Ordre, il est censé être gardé secret pour éviter les soupçons de la Nouvelle République, le temps qu'il se renforce, mais surtout le temps de mettre en place la base Starkiller. Donc je pense qu'à ce moment-là, tous les impériaux présents ne savent pas que Hux fait partie du Premier Ordre, ni même que le Premier Ordre existe. D'ailleurs, on apprend aussi que Pershing et ses travaux autour des clones devaient en réalité servir pour Brundle et son projet nécromancien, ce qui veut dire que Gideon, Pershing, etc. étaient au service ou devaient rendre des comptes à Hux concernant tout ce délire de clones, et donc peut-être, sans le savoir, au Premier Ordre. Le Conseil accueille un autre visage tout aussi connu de certains fans, j'ai nommé Gilad Pellaeon. Alors, c'est clairement mis en avant dans l'épisode avec ses propos concernant Thrawn. Vous l'avez compris, Pellaeon supporte à fond le Chiss pour être le nouveau dirigeant. Et c'est normal, puisque Gilad Pellaeon est en réalité, dans l'univers légende notamment, le commandant en second de Thrawn. Dans les romans canons, il est aussi à ses côtés. Donc, en gros, Pellaeon est proche de Thrawn. D'ailleurs, dans l'épisode, ils débattent avec Gideon, qui n'a pas l'air d'ailleurs très fan de Thrawn au vu de ses paroles. Ils débattent sur le fait que Thrawn, on peut dire ce qu'on veut, mais il est pas là. Personne ne sait où il est, ce qui est une référence directe à la fin de Star Wars Rebels.
Ce qui introduit aussi par la même occasion ce qu'on verra dans la série Ahsoka, puisque, pour ceux qui ne le savent pas, Thrawn sera dedans. D'ailleurs, Pellaeon porte l'écusson sur son épaule de la flotte Chimaera, qui est la flotte de Thrawn. Enfin, l'ancienne flotte impériale de Thrawn. Il parle ensuite du fait que la place du dirigeant de tout ça est libre et qu'ils sont en quête de trouver quelqu'un pour prendre les commandes. Sachant que Thrawn est à l'autre bout de la galaxie et qu'il ne se préoccupe pas en principe de l'Empire, mais plutôt de son espèce et de son propre empire Chiss, Galus Rax, lui, est mort, on n'a aucune nouvelle de Sloane, il reste un personnage pour prendre les commandes de tout ce bordel, selon moi bien sûr, attention c'est une hypothèse. Personne ne s'attendait à ce qu'il prenne les commandes du Premier Ordre, il a fait éliminer la quasi-totalité des anciens hauts dirigeants, le suprême leader Snoke. Peut-être que Snoke est même déjà au pouvoir à ce moment-là. On sait qu'il a laissé en vie Brundle et Armitage lorsqu'il a pris le trône. Mais surtout, on sait que Brundle Hux était une sorte de représentant de Snoke, un agent. Donc, Brundle, à ce moment-là, pourrait en réalité servir non pas Sloane, mais bien Snoke, sans que les autres le sachent. Faut savoir que Brundle avait pour habitude d'envoyer ses rapports directement à Snoke. De toute manière, quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise, on est clairement sur la période de Snoke. Va-t-il apparaître à l'écran dans Mando ou dans une autre série? Ça reste à voir. Mais on est dans la période. D'ailleurs, on apprend une chose en plus assez intéressante. A priori, seuls Brundle et Pellaeon possèdent une force de frappe assez importante pour en prêter à Gideon. Pellaeon, lui, on sait que ça vient de la flotte Chimaera de Thrawn, qu'il a a priori reprise en main. Mais Brundle, lui, on ne sait pas, puisqu'il n'y a rien sur lui, aucun écusson montrant qu'il appartient à une quelconque flotte. Je parle bien d'écusson, et non de plaque représentant le rang. Ce qui marque, là encore une fois, que ce dernier pourrait bien être un représentant secret du Premier Ordre, mais qu'il se ferait passer pour l'une des cellules impériales parmi tant d'autres. De toute manière, Brundle fait partie du Premier Ordre, il n'y a pas de secret là-dessus. Ce qu'on cherche à savoir, c'est si les autres membres du Conseil sont au courant. D'ailleurs, en plus de ça, Gideon demande une garde prétorienne, qui est une garde d'élite venant tout droit du Premier Ordre. Parce que, dans le cas contraire, ils auraient envoyé une garde classique impériale. Mais non, c'est bien une garde prétorienne. C'est là que je me demande si Gideon est au courant que le Premier Ordre existe. Beaucoup de mystères en tout cas. Voilà pour cette partie au niveau du conseil, et il y avait beaucoup de choses à dire. Maintenant on va continuer avec des trucs beaucoup plus courts, ne vous inquiétez pas. Ah oui, vite fait, petite anecdote marrante, l'acteur qui joue Brundle Hux, donc le père d'Armitage Hux, eh bien dans la vraie vie, c'est le petit frère de Domhnall Gleeson, l'interprète d'Armitage Hux. Ça c'est quand même marrant. Bref, continuons. Plus tard dans l'épisode, le groupe de Mandaloriens dirigé par Bo-Katan sont rejoints par une autre faction de Mandaloriens, les Night Hall. Ils apparaissent principalement dans la série The Clone Wars et Rebels. C'est d'ailleurs l'écusson des Night Hall que Bo-Katan arbore sur son épaule. Et à raison, puisque les Night Hall étaient commandés par Bo-Katan à l'époque de la Death Watch aux côtés de Pre Vizsla, mais aussi, pour certains membres, aux côtés de Maul. On y voit ensuite les nouveaux soldats de Gideon, cette fois-ci équipés d'armure mandalorienne avec Jetpack, qui est une référence directe à une ancienne unité impériale apparaissant dans Rebels, les Super Commandos impériaux. En gros, c'était des Mandaloriens ayant prêté allégeance à l'Empire qui étaient dirigés par Gar Saxon, un ancien chef mandalorien. D'ailleurs, lorsqu'on regarde le générique de fin de l'épisode, dans les concept art, on peut voir que c'est littéralement le même design que ceux de Rebels qui avaient été choisis à l'origine. Très très cool de les revoir sous cette forme. Même si là, ce ne sont pas des Mandaloriens, le concept est le même. Bon, là, c'est pas une ref ou autre, c'est juste moi qui vois ça. La sublime armure de Gideon, vraiment sublime, a vraiment des airs des armures mandaloriennes sous le règne de Maul, avec les petites cornes sur le casque. Je sais pas si c'est fait exprès, pourquoi il y a ces cornes, etc. Mais ça m'a beaucoup fait penser à ça. Mais encore une fois, ce n'est pas une référence ou autre. Là, c'est juste un truc personnellement qui me fait penser à un autre truc. Et là, attention, on a sûrement un semblant de réponse concernant ses expériences sur le clonage. Gideon dit à la fin de l'épisode, chaque société a quelque chose à offrir. Les clones, les Jedi et même les Mandaloriens. Il s'apprête à créer une armée pour ramener l'ordre. Il a cité les clones par rapport à son projet de clonage, les Jedi sûrement en rapport au fait qu'il a réussi à créer des clones sensibles à la force, faisant donc référence à ce qu'on voit au début. Il aurait vraiment réussi,
et les Mandaloriens faisant eux référence aux nouvelles armures pour ces Dark Troopers. 3 sociétés dont il s'est servi pour créer son armée. Ça, c'est vraiment dingue. Donc, Gideon aurait réussi à créer et cloner des êtres sensibles à la force. Enfin, plutôt selon l'interprétation de ses dires. Après, ça dépend chacun, mais personnellement, pour le moment, je le comprends ainsi. Alors bien sûr, même s'il a réussi, ça ne veut pas forcément dire que c'est lié à Palpatine. Il faut savoir une chose avec Palpatine, lui, sa difficulté, ce n'est pas de créer un clone sensible à la force. Non, lui, c'est de créer un corps capable d'accueillir son esprit. C'est 2 choses différentes. Bon, on finit, là clairement, vous avez tous la ref, c'est obligé, mais je dois obligatoirement parler de l'arrivée des gardes prétoriens. Oh mon Dieu, quelle entrée avec cette musique, cette frayeur qu'ils dégagent, d'ailleurs avec de nouveaux casques, très sympa. Là, leur objectif, c'était clairement l'élimination pure et simple, l'exécution. Ils sont venus, ils ont vaincu. Aucune règle avec eux, hein. 3 contre 1, ils ont charcuté sans pitié Paz. Il n'y a pas d'honneur ici, pas de combat à la loyale, seulement la mort. On est ici pour abattre l'ennemi. Ils ont littéralement fait une Veni Vidi Vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Ils sont repartis ensuite. Boum. Magnifique. Voilà pour toutes les refs de l'épisode 7 de Mandalorian. J'espère vous avoir appris quelque chose pour mieux comprendre l'histoire et le contexte. Je compte sur vous pour le petit partage, histoire d'aider un maximum de gens à mieux comprendre les choses par rapport à l'univers étendu. On n'oublie pas le petit like, ça récompense le travail fourni, et aussi pour notre cher Paz, pour lui rendre hommage, ça fait toujours plaisir. Le commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, me donner vos idées pour le futur, mais aussi, pourquoi pas, compléter cette vidéo si vous avez repéré quelques références. Bien sûr, des références réelles, et pas juste des trucs que vous avez imaginés. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine.